et puis voilà. Hop, alors je vais partager mon écran pour commencer. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui. Voilà. Donc, bienvenue dans ce café pédagogique. Alors, on les a appelés cafés pédagogiques pour changer un petit peu aussi de nos webinaires. Et ils sont en lien avec le MOOC Se former pour enseigner dans le supérieur qui se déroule actuellement. Et on hybride ce MOOC, c'est-à-dire que tous les 15 jours, lorsqu'il y a eu des contenus sur la plateforme MOOC avec une thématique, on fait un café pédagogique sur la thématique qui vient de se dérouler. Donc là, les 15 premiers jours, la thématique était sur rendre les étudiants actifs dans son cours. Donc nous, dans le contexte actuel, on a rajouté dans son cours en ligne parce que je crois que vous ne faites pas beaucoup de cours en présentiel actuellement, enfin, mis à part ceux qui font des TP. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Votre humeur en image, votre humeur du jour actuellement en image. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? La plage ou la méditation. Entre Ah, les deux. C'est sereine en ce moment. ouais, t'es serein, enfin. Bon, Oui, d'accord. oui, oui. Oui. Super. Je serais plutôt léopard. Hein. Oui. Moi, je suis le truc en haut au milieu, là, avec les ordinateurs, là, en ce Ouais. moment. C'est un peu speed. Ouais, moi aussi. Pareil, pareil pour moi. Mhm. Bon, ben, je vois que personne n'est très cocktail. Voilà. Non, Pas encore. c'est Bientôt. pas assez chaud. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. C'était. Ben, et toi, Elsa? Euh, Allez, le cocktail. Ouais, t'es cocktail. Alors Ah finalement, bah, bravo. faut bien que quelqu'un choisisse cette image. Mais oui. Moi, je. C'est vrai que le ciel est bleu au-dessus. Ouais, Oui. c'est Ça ça. fait envie. Et la mer est verte. Enfin, verte. Et turquoise plutôt. Mm. Moi, je fais un peu tout, en fait. Un peu plein de choses. J'alterne entre les phases de méditation, les phases ordinateur, là, où parfois, c'est pas facile. La phase léopard, je l'aime bien aussi. Mais j'ai du mal dans la journée à me mettre dans la peau du léopard. Bon, Ouais. voilà. Cocktail, bah, de temps à autre, évidemment, il faut bien se détendre aussi. En Et fait, moi, je énerver, viens de sortir jamais. marcher 3 quarts d'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, Je viens Lydie. de sortir marcher 3 quarts d'heure. Et ben Ah, voilà. Donc, sereine. J'ai fait 5 kilomètres. Super. Bon, alors, on va vous lancer un petit sondage parce que, en fait, pour vous rendre actifs les étudiants, qu'est-ce que cela vous inspire? Elsa, je te laisse. oui, je vais vous partager un lien dans le chat. C'est un lien WooClap. On en a déjà parlé pendant les webinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de sondage que vous pouvez utiliser en classe avec vos étudiants, notamment pendant vos classes virtuelles. Hop, voilà le lien dans le chat. Il vous suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir répondre par mots-clés et ça va créer un nuage de mots. Je vais partager mon écran pour pouvoir... Hop, déjà, je vous lance le sondage. Voilà. Voilà. Moi, ce que je vois, donc ce que vous pourriez voir en tant qu'enseignant, si vous proposez cela à vos étudiants, et vous, de votre côté, vous cliquez sur le lien du chat et vous pouvez répondre. Donc, vous entrez un mot sur votre clavier et puis vous cliquez pour valider. Ok, ça fonctionne bien. Rien.
crois qu'il va peut-être falloir mettre Elsa Ouais, Ok. Moi, ça n'a ouais. pas marché, mais en fait, je n'ai pas d'endroit où je peux écrire. C'est bizarre. Ah bon? Attends, je vais Oui, recliquer normalement, sur le oui, vous lien. avez un petit espace. Oui, Ah, écrit. Ah oui, c'est parce que j'avais changé de... D'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon. Où est-ce que c'est qu'on écrit? vous avez normalement une petite ligne blanche dans laquelle vous pouvez entrer des mots-clés et il y a une petite flèche à côté pour valider. C'est en cliquant sur le lien que je vous ai envoyé. Ah oui, 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 c'est pour ça que j'ai... Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, donc vous pouvez faire apparaître les réponses des participants sous forme de nuages de mots comme cela. Mais effectivement, ici, Corinne, tu as raison. Comme il y a des personnes, c'est vrai que c'est ma faute, je n'avais pas réduit le nombre de caractères. Donc, il y a des personnes qui ont écrit des phrases entières. Donc, on va Ouais, le du faire coup, ça marche apparaître pas. sous cette forme. Est-ce que tout le monde voit les réponses sur mon écran? Oui. OK, Oui. Oui. d'accord. Alors, on voit ici que ça vous inspire le travail de groupe. OK. C'est le contraire d'être passif, de ne rien faire, ok. Pour dynamiser un peu, oui, ça c'est vraiment important. C'est un mot qui va beaucoup revenir dans cette présentation. Maintenir l'attention. Ok. Retour de compréhension rapide. Rester éveillé pour les étudiants, pour le prof, Réveiller. pour le monde. Rester réveillé. De l'attention, de la réaction. Ouais, une rupture de rythme, casser la monotonie, ok. Le maintien de l'attention qui revient beaucoup. Ok, super. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous essayez de faire dans vos cours, d'essayer de rendre les étudiants actifs? Oui, je ne sais pas si j'y arrive, mais des fois j'y arrive, des fois j'y arrive moins. Qu'est-ce que vous faites, Laurence, par exemple? Bah, moi, je pose beaucoup de questions et là, justement, j'ai utilisé aussi le sondage là, j'utilise le sondage un peu de Zoom et là, Oui. d'ailleurs, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas, c'est parce que c'est pas moi qui ai créé là, je ne l'ai pas là. Par exemple, je ne pourrais pas vous faire un sondage. Oui, c'est parce que c'est pas vous qui avez créé D'accord. la réunion, effectivement. Il faut être Ouais. oui, à l'origine. Je pose des questions, on les Et pousse un ça a bien peu. fonctionné? Ah oui, le sondage, ouais, c'est bien. Puis ça leur permet Ok. aussi, enfin, après, c'est pas fondamental, mais bon, disons que ça permet un contact quand même. Oui, super. D'autres personnes, peut-être? Moi, je pose pas mal de questions aussi et du coup, à distance, c'est pas hyper simple puisque je continue à faire comme un peu en présentiel, poser des questions, mais c'est pas facile pour réagir pour les étudiants. Du coup, pareil, j'ai utilisé un peu WooClap à des moments clés du cours et il semblerait qu'ils aient apprécié. Alors, qu'ils aient apprécié, est-ce que ça les a rendus plus actifs? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, je vais continuer. Je glisse 2-3 petites questions de cours par-ci, par-là avec WooClap. C'est un D'accord. peu ludique et voilà, ça met un peu d'attention. Je pense, j'espère. Pour rythmer un petit peu à plusieurs moments du cours? Ouais. Ok. Je l'ai testé aussi avec WooClap en TD, bon, dans le même contexte, hein, plus pour réactiver l'attention des étudiants. Oui. Ça avait plutôt bien marché. Sinon, c'était sur Moodle avec des exercices pendant un cours, en fait. D'accord, ok. Et, Toujours en étant disponible sur Zoom en même temps, c'est ça, Joris? ouais. D'accord. Et ça marchait pas trop mal. J'ai eu pas mal de retours des étudiants qui en fait avaient des soucis pour la complétion de l'exercice et qui du coup sollicitaient un peu le coup de main ou un retour sur une formule du cours ou ce genre de choses et c'était pas mal. D'accord. Ok, très bien. Je vais arrêter le partage de mon côté. Corinne, je te laisse lancer le petit vote. Bouge pas tout de suite, je crois. Ah, Elsa. pardon. On va Oui, passer à la oui, pédagogie active. effectivement. Je te laisse partager également. Oui. Je repartage l'écran. Donc là, rapidement, ça c'est dans le MOOC, hein, les 7 caractéristiques de la pédagogie active. Donc on va en reprendre. Hop.
elles sont juste là. Ça, c'est quelque chose pour les personnes qui suivent le MOOC que vous avez peut-être déjà vu. Donc, peut-être rappeler que d'abord, en pédagogie active, les rôles de l'apprenant et de l'enseignant sont modifiés. Donc, bien sûr, l'apprenant là devient beaucoup plus actif et l'enseignant est là aussi pour accompagner, pour guider les apprenants. Un contexte d'apprentissage authentique, la motivation par et pour l'apprentissage actif. On propose généralement une activité, des activités qui vraiment demandent de la réflexion aux apprenants. On fait aussi ici, pendant la pédagogie active, on va voir la métacognition et la réflexivité. C'est un apprentissage, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans WooClap, ça peut souvent correspondre aux travaux de groupe, donc un apprentissage facilité par les interactions en groupe. Et enfin, la proposition aux étudiants de tâches significatives pour encourager l'apprentissage. Tout ça, vous le retrouverez dans le MOOC avec plein de vidéos et de documents complémentaires. Effectivement, hop, je voulais juste... Oui, attends, je reviens dessus. Je peux revenir, ouais. Juste rajouter, c'est qu'en fait, voilà, la recherche en pédagogie montre qu'en fait, quand on fait une pédagogie active comme un apprentissage par projet, par exemple, enfin voilà, une modalité de pédagogie qui va rendre actifs les étudiants, ça va leur permettre des apprentissages plutôt de haut niveau cognitif. C'est-à-dire que ça ne va pas être voilà, comment dire, d'apprendre des connaissances de façon basique, en fait. Ça va leur permettre de conceptualiser je sais pas, comment dire, un exercice. C'est vraiment un plus haut niveau de cognition, en général, pendant l'apprentissage actif. Alors, un petit sondage, mais à votre avis, les étudiants aiment-ils être actifs? Donc, je vais lancer le sondage et je vais vous laisser mettre vos réponses. Tout le monde le voit? Oui. Hop, il me manque peut-être un vote. Ça doit être moi, mais je veux pas... Non, parce que verser. On est 8 moins 2, ça fait 6. Et 3, 4, 5, c'est bon. OK. Alors oui, ils adorent. Alors oui, certains adorent, effectivement, mais pas tous en général. Il y en a qui n'aiment pas se mettre en avant, mais se mettre en avant. Il y a différents styles d'apprentissage et certains ne vont pas aimer être sollicités tout le temps parce que ce n'est pas leur façon d'apprendre. Après, l'objectif, vos objectifs, c'est de répondre à un maximum d'étudiants, de permettre à un maximum d'étudiants d'apprendre et de comprendre. Donc, l'objectif, c'est aussi de diversifier vos méthodes. Donc, il y en a beaucoup qui adorent, effectivement, parce que être passif et écouter le cours, ça ne leur convient pas. Il y en a à qui ça convient. Voilà. Donc, ils préfèrent écouter et prendre des notes. Mais en fait, je vois que personne d'entre vous l'a mis. Donc, c'est peut-être certainement votre perception de vos étudiants actuellement. Corinne, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne vois pas les résultats apparaître sur mon écran. Moi non plus. Non, moi non plus. Je ne permets pas de les partager. Ah, c'est bon. C'est bon, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Cela dépend des heures de la journée. Je peux être assez d'accord avec ce type de réponse. Effectivement, peut-être qu'à 8 heures le matin, ils sont moins enclins à apprendre de façon active qu'à 10 heures ou à 14 heures. C'est effectivement variable. Cela dépend de ce qui leur est proposé comme activité. Je suis assez d'accord avec ça. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les 7 caractéristiques de la pédagogie active, il faut des activités qui donnent du sens. Lancer une activité pour une activité qui n'a pas de sens, comme on le verra tout à l'heure avec le jeu,
voilà, lancer un jeu, mais qui n'a pas de sens, qui n'est pas cohérent avec toute votre progression pédagogique, au final, ça va tomber à l'eau et ça ne fonctionnera pas, en fait. Toutes ces activités que vous allez inclure dans votre progression pédagogique, il faut qu'elles aient un sens et il faut qu'elles soient reliées. Sinon, ils ne vont pas aimer. Bon, tout ça, c'est des affirmations que je vous donne, mais c'est suite à pas mal de lectures que l'on a faites et de retours de recherche en pédagogie. Mais ce qui nous importe aussi, c'est d'avoir les retours des enseignants en direct, c'est-à-dire vos retours. Hop, tu peux avancer, Elsa? Oui, bien sûr. En fait, on a eu un retour là sur les cours qu'on a fait au mois de mars-avril. Oui, oui. J'ai eu un commentaire extrêmement bizarre en fait d'un étudiant. Tu sais, dans la ligne commentaire libre. Oui. Il y a un des commentaires, en gros, qui visait non pas moi, mais les autres, en fait, enfin, les autres élèves, et qui disait, en gros, on peut déplorer que certains élèves se mettent en avant en posant des questions, en dialoguant avec le prof, etc. C'était très, très bizarre comme remarque. Je l'ai vu, cette remarque, quand j'ai dépouillé tous les questionnaires. Ouais, et moi, je l'ai retrouvé dans mon cours, alors que le cours, c'est bien passé. Hein, tu vois, c'est pas du tout lié au cours, mais je pense qu'effectivement, il y a un ressenti de certains élèves qui est un petit peu curieux. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas le débriefer avec eux. Alors, moi, je pense que si, c'est juste une aparté, mais toutes ces enquêtes, il faudrait les reprendre et s'en servir. Voilà, vraiment pour discuter avec les étudiants, notamment. Ouais. Parce que je trouve quand même curieux qu'ils puissent reprocher aux autres de poser une question, tu vois. Mais est-ce qu'en présentiel, Liliane, c'est pas la même chose? Il y en a qui supportent pas. Moi, c'est une remarque que je n'ai jamais eue en présentiel, si tu veux. Ah oui, ah oui. Donc, alors peut-être que c'est complètement fortuit, mais du coup, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le cours à l'écran qui fait ça, ou est-ce que, tu vois, c'est bizarre. Est-ce que tu as eu le sentiment pendant tes cours à distance qu'ils prenaient plus la parole, qu'ils intervenaient plus qu'en présentiel? Non. De maintenant, non. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un peu toujours les mêmes qui prennent la parole. Oui. Souvent, tu as un petit groupe, t'as un petit groupe d'élèves d'une dizaine c'est eux effectivement qui interviennent. Après, c'est quand même un peu pareil en cours aussi. En cours normal, présentiel, hein, les premiers rangs, et puis voilà. Je veux dire, oui, bien sûr, oui. Donc ça m'a paru bizarre, donc c'est pour ça que je voulais savoir si d'autres avaient eu ce type de. Moi, je l'avais lu dans la globalité, en fait, si tu veux, des remarques. C'était pas par rapport à ton cours puisque c'était global, mais ouais, je peux comprendre. Après, c'est peut-être des personnes, des étudiants qui ne sont pas à l'aise justement avec le format vidéo et qui n'osent pas, et du coup qui sont agacés par des personnes, des collègues qui sont sans cesse en train de prendre la parole. Et puis c'est plus difficile en fait. On a plus de mal à lever la main, en distanciel que, je ne sais pas comment ils font dans vos cours, mais je suppose qu'ils lèvent la main pour intervenir. Pas forcément. Moi, je leur dis si vous voulez intervenir, si vous voulez poser une question, vous la posez. Voilà, c'est pas non plus. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être plus vite un cafouillage en ligne. Peut en déranger certains. Moi, j'ai le problème quand je suis en cours en ligne et que les élèves ne se montrent pas. C'est souvent les gens qui se montrent via webcam. C'est souvent eux qui sont les plus réactifs et qui posent le plus de questions, qui interagissent. Les autres, souvent, j'ai l'impression qu'ils se cachent derrière leur écran. Oui. Il y a quand même vraiment un problème par rapport à ça, moi, je trouve. Je ne sais pas comment on pourrait inciter les élèves à ouvrir leur caméra quand même. Parce que je ne vois pas où est le problème. Quand ils sont en cours avec nous, on les voit. Donc, tu vois, c'est quand même bizarre. Il faut demander à Joris. Alors, je te taquine, hein, Joris, tu l'attendais. Hormis s'ils sont en pyjama, tu vois. Oui. Et puis encore, tu vois, je trouve ça bizarre, quoi, comme. Moi, je fonctionne pas tout à fait pareil en TD et en cours.
En cours, vu que je partage souvent mon écran, de toute façon, je vois personne. Donc, je leur dis, bon, si vous voulez couper votre caméra, de toute façon, ça mange moins de bande passante. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, mieux vaut couper votre caméra. De toute façon, je ne vous vois pas. Donc, si vous voulez intervenir, moi, je leur dis, passez pas en levant la main ou par le chat, parce que souvent, je suis devant mon écran, etc. Je ne vous vois pas forcément. Donc, intervenez et ne mettez pas forcément la caméra. Enfin, ceux qui veulent la mettre, ils la mettent. Mais par contre, moi, en parlant, je préfère leur laisser ma caméra allumée, parce que même s'ils ont l'écran partagé avec un PowerPoint ou quoi. Par contre, en TD, souvent je les fais travailler en petits groupes, je les mets dans des salles différentes. Et là, je préfère qu'ils aient la caméra. Parce que quand je vais les voir dans des salles qui sont 3-4, c'est vrai que se trouver face à un écran noir, j'aime pas trop. Donc, je leur demande en TD, si c'est possible, pour ceux qui n'ont pas de problème de connexion, plutôt de laisser la caméra. Et en cours, je leur dis, bon, si vous voulez la couper, moi ça ne me dérange pas. Il y a des enseignants qui questionnent, hein, voilà, et qui vont vraiment questionner. Enfin, moi, j'ai un enseignant qui m'a dit ça. Il m'a dit, bah, voilà, quand je vois des caméras qui sont coupées, bah, il dit à l'avance, on dit, bah, je vais interroger ceux que je ne vois pas. Enfin, bon, voilà, ça les redynamise un petit peu. Enfin, si effectivement, ils ont coupé leur caméra parce qu'ils faisaient autre chose. Après... Après, est-ce que vraiment la caméra est un synonyme d'activité sur le cours? Je ne suis pas convaincu. Mais... Ah non, non. Moi non plus. Moi non plus. Juste que moi, je trouve que faire cours face à une armée d'écrans noirs, c'est pas top, quoi. Ouais. Ouais, on a l'impression de parler dans le vide. Ouais, bah, c'est ça, oui. Ouais, ouais. On va continuer. On a réfléchi un petit peu à comment les rendre actifs et on a scindé du coup en deux entre la partie asynchrone et la partie synchrone. Alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'asynchrone. Néanmoins, la partie asynchrone, ça est beaucoup plus difficile si ce ne sont que des documents à lire sans aucune activité en fait. Donc, on a fait un peu le tour des possibilités. On vous en présente quelques-unes pour rendre les étudiants actifs en asynchrone avec les outils que vous avez à votre disposition. Enfin, je vais partager mon écran, Elsa, si tu veux. Ça te va? Si tu veux, je te fais défiler les... Ouais. Pour pas t'embêter. Et puis, comme j'ai mis des liens... Ok, vas-y. Voilà. Voilà. Alors, on a bien évidemment pris le côté sur Moodle. En asynchrone, voilà, la plupart d'entre vous mettent leurs cours sur Moodle, leurs documents sur Moodle. Donc, on a déjà fait des webinaires sur les activités Moodle, etc. Donc, je fais une petite synthèse par rapport à toutes ces activités. Je vais cliquer sur mon lien. On vous laissera à disposition tout ça, de toute façon. Donc, sur Moodle, il y a les activités individuelles pour lesquelles ils vont devoir être actifs, les activités collaboratives, les activités d'évaluation, et enfin le forum. Les activités individuelles, ça va être questionner l'étudiant sur ses acquis. Donc, vous avez l'activité test que tout le monde connaît, je pense, maintenant, avec les différents types de questions. L'activité H5P, avec les systèmes de flashcards, qui ont un côté un peu plus ludique. Et vous les questionnez sur leur lecture ou sur leur visionnage, tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à faire en asynchrone. Vous avez l'activité feedback sur Moodle qui permet de faire des lectures guidées, donc voilà, avec des questionnements réguliers sur les documents que vous leur aurez donné à lire. Voilà, c'est vraiment accompagner les documents en asynchrone par des petites activités qui vont être réflexives et qui vont permettre de voir s'ils ont acquis, s'ils ont compris les documents que vous leur avez donnés. Après, vous pouvez avoir des activités collaboratives, du coup, qui permettent aussi d'échanger entre étudiants, comme partager des travaux en classe entière. Donc ça, c'est l'activité base de données. On ne vous détaille pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de reprendre chacune des activités Moodle, mais voilà, de vous les rappeler. De partager des définitions, des fiches, des auteurs, ça c'est l'activité glossaire.
de récupérer des travaux de groupe plutôt que c'est l'activité devoir. Mais dans l'activité devoir, vous pouvez paramétrer devoir en groupe et le choix des groupes ensuite que vous aurez constitués au préalable. Voilà, donc ça va être des activités qui vont quand même rendre un peu actifs les étudiants aussi, là, en collaboratif. Et après, il y a les activités d'évaluation, et donc notamment l'auto-évaluation, leur faire des petits tests et de vraiment bien paramétrer les tests avec du feedback. D'accord? Voilà, vraiment, quand ils sont en autonomie pour s'entraîner par rapport au cours, bien mettre du feedback sur les tests pour qu'ils comprennent pourquoi ils ont eu que 5 sur 20, voilà, leur première possibilité. Et ensuite, il y a l'activité. Dans les évaluations vraiment par l'enseignant, il y a les activités devoirs où ils doivent déposer leurs devoirs. Je reprends un petit peu ce que disait tout à l'heure Kenneth sur les corrections en ligne. Faire les corrections en audio, ça peut créer un peu plus de dynamisme pour les étudiants dans l'apprentissage de ce qu'ils sont en train de faire, en train de corriger sur leurs devoirs. Et puis enfin, il y a l'évaluation par les pairs qui fonctionne très bien entre étudiants. C'est-à-dire que c'est l'activité atelier de Moodle. Et là, ils vont devoir déposer leurs copies. Et vous allez dispatcher les copies entre étudiants. Ils vont corriger la copie d'un autre étudiant. Vous aurez au préalable éventuellement donné une grille d'évaluation avec des critères. Et ça les stimule pas mal. Et généralement, ils sont plus durs que les enseignants dans les corrections. Sachant que bien évidemment, la note qui sera donnée, s'ils ont une note à donner, ne comptera pas, évidemment, pour les étudiants. Mais vraiment, l'évaluation entre pairs fonctionne très bien. Voilà, ça, on a eu de vraiment bons retours ouais. des enseignants qui, c'est vrai, l'utilisent de plus en plus, en tous les cas, ce semestre. Et notamment aussi des étudiants qui ont trouvé ça très chouette. Voilà. Et puis, le forum, animer le forum, on avait fait un webinaire là-dessus avec évidemment des messages de bienvenue où vous vous présentez, vous expliquez le fonctionnement, quand est-ce que vous êtes disponible, comment écrire les fils de discussion, expliquer qu'ils sont vides et châtés à canner, donc que les étudiants n'aient pas peur d'une trace qui pourrait rester d'un commentaire sur le forum. Et puis, voir que c'est un outil de collaboration, de débat asynchrone, qui est différent d'un chat ou d'un petit sondage en direct. Donc, ce n'est pas du one-shot, en fait. C'est quelque chose d'un peu plus réfléchi. Ça permet souvent aux étudiants de se poser, de réfléchir à ce qu'ils vont écrire, à ce qu'ils vont poser comme question. Et ce que vous pouvez faire également dans ce forum, c'est que parfois, pendant les cours, s'il y a des questions qui sont posées dans le chat ou qui ont été posées, vous pouvez les remettre dans le forum du cours en y apportant une réponse un peu plus détaillée. Voilà, vous avez senti quelque chose qui pouvait, qui pouvait gêner les étudiants ou questionner les étudiants. Voilà, tout ça, ce sont des activités sur Moodle qui permettent de les rendre un peu actifs vis-à-vis des cours qui vont être déposés. Si jamais il n'y avait aucune activité autour, je pense qu'ils auraient plus de mal à se mobiliser. Voilà pour les activités Moodle. Je reviens. Je vais essayer de retrouver mon PowerPoint qui est ici. J'ai arrêté mon partage d'écran, c'est ça? Oui. Voilà, je vais recommencer. Je vais recommencer. Voilà. Voilà pour Moodle. Ensuite, je vous ai pas partagé le bon écran. Bon, c'est pas grave. Non, c'est le. Ouais, oui, c'est pas grave. Avec la vidéo, alors je sais que certains d'entre vous font des vidéos, voilà, de leurs cours, se filment. C'est pareil, regarder une vidéo, ça peut rester quelque chose de très furtif, finalement, si on ne leur donne pas une activité vis-à-vis de cette vidéo. Donc, vous pouvez très bien leur demander de faire une synthèse de la vidéo, de ce qu'ils ont retenu dans la vidéo,
ou de faire un petit quiz derrière la vidéo, ou de partager leur retour sur la vidéo et de faire une activité feedback éventuellement. Enfin, voilà, de leur demander un retour sur la vidéo. Alors, quand vous faites votre vidéo également, il y a l'activité H5P, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est sur Moodle et qui permet dans votre vidéo de faire un montage et d'y insérer régulièrement des questions. Donc, en fait, la vidéo s'arrête, une petite question apparaît, ils répondent à la question et ils reprennent la vidéo. Donc, c'est vraiment quelque chose de scindé et ça leur évite d'aller répondre à des questions en dehors de la vidéo. Bon, ça nécessite un scénario dans la vidéo qui doit être préparé à l'avance. Et puis, il y a des petites activités aussi que vous pouvez leur demander de faire pour ne pas oublier que le papier est quand même toujours très important. C'est Paper Slide. C'est en fait de leur demander, alors j'ai mis un lien là, je vais juste vous montrer sans partager je crois que vous allez avoir le son. Vous avez le son Un peu, oui. Bon, j'arrête, vous pourrez la regarder. En fait, l'idée, c'est de leur faire carrément écrire finalement un retour, un devoir, et ensuite qu'ils le filment et ça leur évite de taper. Et puis, ça reste un petit lien avec le papier aussi. Voilà, je sais qu'une enseignante de Sciences Po Oui. Enseignante de droit, oui. Elle a fait faire des travaux comme ça à ses étudiants sur différents sujets, l'exploration spatiale par exemple. Et c'est super bien fait, ça dure 3-4 minutes et effectivement, donc, l'étudiante, elle a dessiné, elle a marqué les mots-clés et en même temps, elle commente. C'est un peu comme un PowerPoint finalement, mais en version papier avec les dessins, etc. C'est vraiment chouette. Et on sait que aussi le passage par l'écrit permet aussi d'ancrer un peu plus les apprentissages. Tout à fait. Après, avec les outils collaboratifs, alors, même chose, on avait fait un webinaire sur tous les outils collaboratifs. On vous en avait montré certains. Il y a Padlet. Padlet, ça va permettre d'organiser des idées, notamment. On vous en a laissé un que vous pourrez consulter à l'issue de l'ensemble de ces cafés pédagogiques. On vous a mis une sélection de ressources et puis quelques questions à se poser pour réfléchir à sa pratique. Donc voilà, ça c'est une forme de Padlet. Vous pouvez très bien demander à vos étudiants de faire des Padlets aussi et d'y mettre des synthèses, des résumés, des questionnements sur le cours. Voilà, sur ce qu'ils ont suivi en cours. Donc, ça se partage tout simplement en envoyant le lien en fait à la classe par exemple. Et tout le monde peut y accéder, voire l'éditer. Au-delà du Padlet, c'est le Trello aussi. Ah, pardon. Voilà. On vous l'avait montré également. Le Trello. Lien, là, non oui. Et on le trouve où le lien? Non, ils peuvent se créer eux-mêmes en fait leur Padlet ou leur Trello sans problème. Donc le Trello, ça permet d'organiser un peu le travail. Donc qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé, s'ils ont besoin d'aide, voilà, se prendre des petites notes. C'est une des formes du tableau Trello et c'est des tableaux qui se partagent. Donc quand ils sont en travail en groupe, ils peuvent très bien utiliser un Trello pour se partager les tâches. Voilà. C'est d'organisation. Ouais, notamment d'organisation, de synthèse. Ne pas oublier qu'il y a le OneDrive aussi, que tous les étudiants ont un compte Office 365 Éducation sur lesquels ils ont tous les outils Microsoft, dont le OneNote, qui permet de partager des documents et d'écrire en collaboratif sur ces documents-là. Quand ils ont des travaux de groupe à rendre, les inciter à travailler là-dessus. Et puis le Miro, on vous le montrera à la fin.
parce que voilà, on a fait une petite activité avec Miro. Donc ça, c'était de partager les outils collaboratifs. Alors, vous pouvez aussi faire de la classe inversée. Donc, c'est pas parce que vous êtes… justement, c'est peut-être le moment de se relancer dans de la classe inversée pour ceux qui n'en ont jamais fait. C'est-à-dire de mettre les documents de cours à l'avance, d'y mettre des activités comme on l'a vu tout à l'heure et de consacrer la partie en présentiel, donc qu'elle soit en classe virtuelle ou en présentiel physique, pour de la remédiation sur le cours et de répondre plus aux questions des étudiants pour voir s'ils ont réellement acquis l'ensemble des notions plutôt que de faire le cours en direct. Voilà, et donc votre classe virtuelle que vous faites va être animée par des questionnements, vous pouvez faire des petits sondages et vraiment revenir sur des éléments qu'eux n'auraient pas compris. Et puis il y a également la classe renversée. Quelqu'un connaît la différence entre la classe inversée et la classe renversée? Non. Non? Donc, la classe inversée, c'est vraiment mettre votre cours à disposition des étudiants avant la séance que vous allez avoir en synchrone avec eux. Alors que la classe renversée, ça va être leur demander de concevoir eux-mêmes le cours à partir de documents que vous leur aurez donnés, avec des consignes très claires. Et ben moi, je ne connaissais pas la vraie définition, en fait. Voilà. Ce qu'on appelle la classe inversée, c'était la classe renversée. Et je crois avoir eu des documents il y a quelques mois ou quelques années de ça, où ce que tu décris comme la classe renversée, c'était appelé classe inversée pour moi. Oui, d'accord. Mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'une appellation. Ah oui, mais ce n'est pas du tout la même méthodologie. Bien sûr. Quand même. Donc, voilà. je suis ravie de voir que je fais de la classe inversée, en fait. D'accord. Voilà, la classe renversée, voilà, je vous ai mis le lien vers un article et puis un retour d'expérience avec 5 étapes en fait de conception d'une classe renversée. Bon, ça c'est autre chose encore. Il faut vraiment bien réfléchir à ce que vous allez demander aux étudiants et à quel type de cours vous allez leur demander de s'atteler dans la conception. Ça serait plus pour acquérir aussi des compétences de recherche et de synthèse de documents fins. Et le jeu, alors voilà comment utiliser le jeu pour nourrir les apprentissages. Alors, il y a pas mal de recherches en pédagogie aussi sur le jeu, la ludification des apprentissages. Je vous ai mis un petit doc qui permet de montrer quels étaient les domaines d'impact du jeu sur l'apprentissage et à quel type de compétences ils allaient faire référence sur l'intégration des connaissances, la structuration, le développement des habilités, notamment en résolution de problèmes par le jeu, la motivation à s'engager, notamment sur les apprentissages, et toutes les habiletés de coopération, parce que généralement, on joue souvent à plusieurs. Parce que ce sont des jeux qui vont être développés, qui vont permettre à plusieurs étudiants de se regrouper. Bon, je n'ai pas le temps de tout développer, mais on pourra revenir et éventuellement faire peut-être un autre café pédagogique ou un webinaire sur le jeu. Mais attention, le jeu seul ne va pas procurer d'apprentissage sans stratégie pédagogique. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, lancer une activité comme un petit sondage comme ça, sans lien avec votre cours, ça n'aura pas d'impact en fait. Il faut penser avant le jeu, pendant le jeu et après le jeu. Quelles sont vraiment les compétences que vous voulez leur faire acquérir. Voilà, ça c'était pour toutes les activités asynchrones. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors des activités synchrones, du cours en synchrone, soit en visioconférence, soit en classe virtuelle ou même en présentiel. Et donc, je vais passer la main à Elsa. Je veux bien que tu continues. Vas-y. Okay. Ouais, comme ça évite. Ouais. Voilà. Merci. Donc oui, là, on va passer à tout ce qui est synchrone. Donc, ça va concerner la classe virtuelle. Donc, la classe virtuelle, qu'elle soit sur
Zoom ou Bigloobleton ou autre. Donc là, on va vous proposer des petites activités qui peuvent rendre les étudiants actifs et les impliquer, que ce soit au début de la classe virtuelle, pendant la classe virtuelle et à la fin. Alors pour commencer, ces 2 petites idées de brise-glace, donc notamment bien sûr en début d'année, et puis ça peut marcher avec des petits groupes, hein, pour faire un petit tour de table comme on a fait tout à l'heure ensemble. On a fait ce brise-glace avec ces différentes images. Quand vous avez des grands groupes, bien évidemment, c'est plus compliqué que tout le monde se présente, mais pour au moins savoir un peu qui sont vos étudiants, leurs connaissances antérieures ou d'où ils viennent, vous pouvez également faire un sondage via Zoom. Ça peut déjà vous donner une idée pour un grand groupe. Ici, c'est 2 petites idées de brise-glace. Vous en avez sûrement d'autres à nous partager. Le premier, c'est montrer et raconter. En fait, c'est demander aux étudiants, à chacun de dire comment il s'appelle et puis de présenter un petit objet. Bon, alors moi, par exemple, ce sera lui. Ce magnifique dinosaure de Toy Story qui me sert de décoration. Et c'est une sorte d'objet totem, en fait, qui va permettre d'une certaine manière de se rappeler, en fait, de ces étudiants, non seulement de leur visage, de leur prénom, mais également, vous rappellerez, de l'objet qu'ils ont présenté. Et entre eux, essayer de créer du lien, en tous les cas. Ce qui revient énormément, bien sûr, dans les enquêtes et les retours des étudiants, mais aussi des profs, c'est la difficulté à créer du lien comme ça à distance. Donc, ça peut paraître tout bête, mais un petit objet comme ça ou quelque chose peut permettre de mieux se rappeler et puis de rigoler tout simplement aussi pendant la classe virtuelle. Un autre petit exemple, c'est leur demander d'écrire un mot dans la barre du chat. Par exemple, vous vous sentez comment aujourd'hui? Chacun écrit un petit mot dans le chat et l'envoie en même temps. Pour le prof, c'est histoire de savoir comment se sentent ses étudiants. Vous le savez, il y a beaucoup de mal-être de la part des étudiants. On en a encore discuté hier avec eux pendant un webinaire justement pour les étudiants où ils se sentent très souvent isolés et vraiment qu'ils n'arrivent plus à suivre, etc. Donc, juste leur demander comment ils vont en fait, comment ils se sentent. Des petites choses toutes bêtes mais qui peuvent vous donner parfois une idée. Vous en faites des brise-glaces, vous, en classe? Oui, c'est sûr. Oui, Kenneth. Oui, avec les cours de langue, c'est sûr, c'est obligatoire. Oui. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Oui, parler d'eux-mêmes ou raconter 2 vérités et un mensonge. Ah oui, Ou, il est bien celui-là. oui, ou parler, juste présenter ils font la connaissance entre eux et puis ils présentent les autres. Ou des questionnaires où il faut trouver quelqu'un dans notre classe. C'est un genre de chasse au trésor qui est allé, je ne sais pas, en Afrique, ou je ne sais pas qui est allé, qui parle plusieurs langues. Comme ça. Pour trouver des points communs avec les camarades, par exemple. Oui, voilà, pour faire connaissance. Oui. C'est super. Après, quand on a 80 élèves en face, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Ah, non, ça c'est pour ça. C'est vraiment pour les petits groupes. Hein. Donc, après, effectivement, leur demander d'écrire un mot dans le chat, ça peut être pas mal. Oui. Du coup, mais je ne sais pas ce que tu en fais après. Enfin, tu vois tu vois les mots apparaître, mais... Oui, tu peux rebondir sur certains mots, par exemple. Ou leur demander ou leur demander de faire un choix parmi un ensemble fini de mots, quoi, pour voir, voilà, effectivement, s'ils sont bien, pas bien, déprimés, enfin, je sais pas. Oui, via un sondage, oui. Tout à fait. Voilà, c'est ça, ouais. Après, comment vous vous sentez aujourd'hui avec les images et faire un petit sondage où on peut cliquer dessus, ça marche très bien en général aussi. Ça, voilà, ça entame un peu la... Oui, mais ça demande d'être comment... Enfin, je sais pas comment tu l'as mis en forme, ça, moi, tu vois, par exemple, les images, là. Les images, tout simplement sur un site d'images libres de droit qui s'appelle Pixabay. Ouais. Mais après, il fallait cliquer sur l'image, là? Non, pas celui-ci. Hein. Et non, là, quand tu as 80 élèves en face, tu ne peux pas passer un quart d'heure à... Alors là, ce que tu peux faire, c'est par exemple créer un sondage sur WooClap où tu vas mettre les images et effectivement, là, ils vont cliquer et tu auras le retour. Voilà, il y a 30% qui se sentent comme le léopard, 50%, etc. Et là, il suffit que je me connecte sur WooClap et je vais trouver tous les outils pour faire ça. Oui. Il faut se créer un compte.
Et à partir de là, on ajoute un nouvel événement, par exemple sondage. Et dans les sondages, on peut ajouter des mots, mais aussi des images. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Un peu de temps. Tu as vu, Liliane, qu'il y avait un compte gratuit là jusqu'au mois de janvier. Je vous avais envoyé un message à ce sujet-là pour faire des tests. Excuse-moi, je me souviens plus en fait. Ouais, je te le renverrai si tu veux. C'est vrai. Ouais. Cherche dans les messages que je vous ai envoyés. Oui, tu tapes WeClap en plus et tu verras, il y a le lien pour accéder gratuitement à l'outil et faire autant de questions que tu veux. Parce que sinon, c'est pas gratuit, on peut pas. En fait, si tu peux l'utiliser, mais tu as une limite de 2 questions. D'accord. Voilà. Alors que là, on a commencé un partenariat pour avoir 2 questions illimitées. J'essaierai de retrouver ton message. Donc, ça va être un truc qui va être mis en place ou Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout va dépendre. Enfin, c'est pas moi qui vais être décisionnaire. Tout va dépendre aussi du nombre d'enseignants qui auront utilisé. Voilà. Et donc, en janvier, on refera un point avec la direction de l'INP et on va voir si on prend une licence ou pas. Voilà. Donc, utiliser. Corinne, tu peux faire passer la diapo. Donc après, pendant la séance, donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est de rythmer en fait vos classes virtuelles, comme vous le faites en présentiel, mais peut-être que c'est plus compliqué d'imaginer comment casser un petit peu le rythme à distance. Alors, plusieurs possibilités. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, sonder les étudiants. Donc, comme l'a fait Corinne tout à l'heure, directement via Zoom, si vous utilisez Zoom. Dans Big Blue Button, c'est aussi possible. Donc, vous préparez quelques petites questions, par exemple, pour vérifier la compréhension des étudiants pendant le cours. Ça peut être en début de cours aussi pour savoir s'ils ont réalisé le travail à distance, faire un petit suivi de cette manière. Le sondage il peut également être fait via WooClap qui propose bien sûr beaucoup plus de possibilités. C'est quand même beaucoup plus développé que sur Zoom ou Big Blue Button, donc vous pouvez le tester comme l'a dit Corinne. Et pour ensuite faire partager leur écran aux étudiants, s'ils ont des présentations à faire, tout comme vous avec leur PowerPoint, c'est possible. Sur Zoom, il faut seulement qu'ils cliquent sur le petit bouton de partage et ils peuvent prendre la parole et on peut leur laisser présenter leurs travaux. L'autre possibilité, j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui utilisaient déjà, ce sont les sous-groupes, donc de créer des petits temps d'échange et de discussion pendant le cours entre vos groupes et de naviguer d'un petit groupe à l'autre et après de refaire le retour en classe entière. C'est bien notamment pour les débats, par exemple, entre autres, plein de choses. La dernière petite icône ici, c'est faire collaborer. Donc, Corinne vous a montré tout à l'heure des outils qui peuvent vous permettre de faire collaborer vos étudiants, que ce soit en asynchrone, mais aussi en synchrone. Vous pouvez leur dire, OK, maintenant, pendant 20 minutes, vous allez vous mettre en groupe et puis préparer une petite carte mentale sur tel outil. Donc, ça peut être Miro, ça peut être MindMaster, qu'on avait utilisé la dernière fois. Pour le brainstorming, vous avez comme outil Miro, qu'on va utiliser juste après. WooClap aussi permet de faire des brainstorming. C'est vraiment tout simple. Encore une fois, il suffit de partager l'URL et tout le monde peut collaborer dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les faire travailler en groupe et les rendre actifs pendant votre séance. Il y a aussi, ils peuvent aussi réutiliser Padlet ou Trello. S'ils vont avoir un travail en fait à faire en groupe, leur demander, vous avez un quart d'heure, vous vous organisez, qui va faire quoi, etc. Padlet, si ça va être une synthèse de certains documents que vous leur avez donnés ou une synthèse du cours, ce qu'ils en ont retenu. Voilà, c'est des petits outils que vous pouvez utiliser pendant le cours et qui vous permettent vraiment de les dynamiser. J'avance, Elsa? Oui, merci. Et enfin, à la fin de votre séance, alors c'est peut-être pas à chaque séance, bien sûr, ça n'aurait pas forcément d'utilité à chaque fois, mais ce sont des petites techniques de rétroaction en fait. On l'a dit tout à l'heure, c'est parfois difficile de savoir si les étudiants suivent en plus parce que vous le dites, ils coupent souvent la caméra, donc on ne peut même pas lire les expressions du visage, même si c'est plus compliqué à distance.
mais quand même, on n'a pas forcément la possibilité de se rendre compte de leur suivi. Alors, on peut peut-être proposer des petites techniques comme ça. Ça prend juste quelques minutes. Par exemple, la première, c'est de diriger l'attention des étudiants sur les mots-clés de l'exposé. Vous avez présenté votre exposé ou un étudiant a présenté un exposé. L'idée, c'est de les faire réfléchir vraiment aux concepts les plus importants et leur demander à la fin du cours, par exemple, de noter ce mot dans le chat sur Zoom ou de proposer un nuage de mots sur Booclap et de leur demander quels sont les concepts qu'ils ont retenus. Ça vous permet, vous, de voir s'ils ont retenu les choses les plus importantes ou non. L'autre technique, c'est leur demander pendant, encore une fois, 5 minutes. Donc, en présentiel, ça serait sur un bout de papier que vous pouvez récupérer. À distance, vous pouvez leur faire faire sur le Drive, par exemple, ou via Moodle. Leur demander de produire une liste de titres et de sous-titres pour vous vérifier la structure en fait, des connaissances qu'ils ont pu retenir de votre exposé. Ça, c'est assez intéressant. Enfin, ça, je trouve ça super en présentiel, mais on peut quand même le faire à distance. C'est avec des post-it de différentes couleurs, par exemple. Il y a des profs qui faisaient ça dans des amphis. À la sortie de l'amphi, chaque étudiant remplit sur un post-it l'aspect du cours qui lui a paru le plus important et sur un autre, l'aspect qui lui a paru le moins clair. Et en sortant, il colle ça sur la porte et le prof peut les récupérer. Donc, ça lui permet d'avoir une idée de ce qui, peut-être des éléments sur lesquels il devra revenir au prochain cours. Bien sûr, l'idée de ces techniques de rétroaction, ce n'est pas seulement de les proposer aux étudiants, mais vraiment de proposer quelque chose après pour pouvoir apporter un peu des solutions. Ce ne sera peut-être pas toujours possible, mais en tous les cas, voilà, c'est pour permettre de remédier parfois. Corinne, je pense que tu peux avancer. Voilà. Ça, c'est une petite idée de proposition. Vous pouvez faire 1000 choses, hein, mais voici une idée. On va dire que sur 1h15, pour une classe virtuelle, on peut proposer 5 petites minutes en premier, ou par exemple une activité brise-glace. Encore une fois, peut-être pas à chaque cours. Et bien sûr, surtout présenter le plan du cours, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Ensuite, imaginons pendant 15 minutes un exposé magistral de votre part, suivi d'un petit temps de questions d'une dizaine de minutes où vous allez juste vérifier la compréhension au fur et à mesure. À nouveau, un exposé magistral, puis en petit groupe, demandez à vos étudiants à partir d'une question d'aller réfléchir ensemble à quelque chose et enfin revenir dans la classe entière et partager tous ensemble. Là, c'est vraiment, on essayait de rythmer, normalement, enfin, selon les études, c'est les 15-20 minutes qu'il faudrait essayer de changer un petit peu d'activité ou en tous les cas de redonner du rythme. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce découpage. Vous pouvez faire ça de plein d'autres manières, mais en tous les cas, bien sûr, proposer 1h ou 1h30 de classe virtuelle en juste le prof qui expose face à des écrans noirs, ça peut effectivement être compliqué. Bien sûr, pour les étudiants, ils peuvent vite décrocher. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'activités de pédagogie active, mais vous pouvez peut-être n'en faire qu'une pour commencer, déjà tester, poser quelques questions comme cela pour vérifier la compréhension. Là, on a fait un petit résumé en fait de tout ce qu'on peut proposer à distance, que ce soit en synchrone ou asynchrone. Donc, c'est une carte mentale avec ici tout d'abord le travail réflexif en haut à gauche, où on peut proposer par exemple une petite activité comme le One Minute Paper. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les techniques de rétroaction. Pourquoi pas proposer aux étudiants aussi un journal de bord sur Moodle où ils vont compléter un petit peu au fur et à mesure du cours comment ils se sentent, ce qu'ils apprennent au fur et à mesure. Des lectures guidées sans correction. Donc, quand vous proposez, par exemple, la lecture d'un article sur Moodle, au-delà de partager le lien ou le PDF, proposez quelques petites questions pour accompagner la lecture et vraiment les inciter à repérer les éléments principaux. Vous savez, dans les livres, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans les livres de collège, souvent, dans les livres que l'on donne à lire, notamment au collège, je crois que ça ne se fait plus trop sur les livres de lycée, il y a souvent des questions à la fin. Voilà, c'est certaines éditions qui font de la lecture guidée, en fait. C'est le même principe.
Sauf que là, ce serait à vous de créer les questions. Ensuite, dans l'exercice avec autocorrection, les quiz, bien sûr. Dans l'activité collective, on a noté les questions de sondage en direct. Tout ce qui est brainstorming, carte mentale, discussion ou débat. Dans les travaux de groupe, on va avoir des études de cas, par exemple, des revues de presse. Peut-être qu'Ennet, en anglais, vous avez l'habitude de faire des revues de presse. Je sais qu'en langue, il y a des enseignants qui en font. Non, pas chez nous, pas du tout. Peut-être plus à Sciences Po, ça a peut-être plus de sens, oui. Mais voilà, il y a beaucoup d'enseignants qui font ça. Jigsaw puzzle, ça c'est une petite activité pareille de travaux de groupe. Les jeux de rôle et puis de travaux collaboratifs sous différents formats. Et enfin, le travail individuel, par contre, là, avec un retour donc, de la part de l'enseignant, par exemple, des questions ouvertes de cours ou d'analyse, où là, bien sûr, c'est à vous, après, il n'y aura pas d'autocorrection, ce sera à vous d'aller jeter un coup d'œil. Des études de cas, la conception d'un glossaire, etc. On pourra vous partager ce document. Alors, il est 14h03, je ne sais pas si vous avez encore 5 petites minutes ou si vous devez y aller. Ce qu'on voulait vous faire faire pour terminer, c'était justement une technique de rétroaction. On voulait vous demander ce que vous aviez retenu en fait de ce thème du MOOC dans cette colonne. Et je vais arrêter le partage. Ouais, à partir de là, ce que vous aimeriez mettre en place. Est-ce que vous avez 5 petites minutes de plus? Oui. Oui, bien sûr. Oui? Ok, super. Alors, je vais vous partager un lien dans le chat hop, qui est juste là. Donc là, ça s'appelle Miro. En fait, là, on va faire ce qui s'appelle une rétrospective. Et vous pouvez faire des cartes mentales dessus, plein de choses. Est-ce que tout le monde a pu accéder au Miro? Ouais, je vois déjà des petites flèches qui bougent. Donc là, vous voyez, chacun fait bouger sa souris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà sorti ici des petits post-it que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir noter des choses. Vous allez faire un double clic sur le post-it de votre choix. Donc, choisissez chacun une couleur différente si possible. En double cliquant, vous allez pouvoir écrire. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive déjà à le faire. Et à partir de là, vous allez pouvoir tirer votre post-it et le déposer dans la bonne colonne. On vous laisse 2 petites minutes pour faire ça. Tout le monde y arrive? Là, c'est quelque chose qu'on fait en synchrone, mais c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez demander aux étudiants de remplir en asynchrone, sans aucun problème. Donc, vous pouvez déposer le lien du Miro sur Moodle et leur dire de faire un retour, par exemple, sur votre séance. On va prendre 30 secondes de plus pour essayer de ne pas trop déborder sur votre temps. Ou si tout le monde a fini, vous nous le dites. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, ok.
Alors, donc, qu'avez-vous de ce thème? On a deux choses. C'est possible d'avoir plus d'interaction avec les étudiants. Ok, bah, génial. Ça veut dire que vous avez trouvé de nouvelles idées. Varier les activités. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui est dessus. La construction d'activités de démarrage. Ouf, là, c'est trop petit. Je ne sais pas qui c'est qui est dessus. J'ai du mal à le lire. C'est possible de les agrandir. Ouais, voilà. Oui, merci. La construction d'activités de démarrage, d'activités durant le cours, activités de sondage final est pas mal. Ok, très bien. Est-ce que vous souhaiteriez mettre en place? On a 2 brise-glaces. Ok, demandez aux étudiants d'écrire des mots dans le chat pour commencer le cours. La lecture guidée, les sondages. Ok, le thermomètre d'humeur. Ouais. Ok, ben super. Voilà, moi je vous ai mis que vous faisiez aussi déjà beaucoup de choses hein, quand on vous entend parler. Enfin, voilà, vous avez déjà essayé de mettre des choses en place. Voilà, comme je l'ai dit tout au début, il n'y avait que Joris qui était là. Mais je vais vraiment essayer, en tout cas pour ce qui concerne Bordeaux INP, de faire dans la journée normalement qui était consacrée à la pédagogie, qui doit se dérouler en juin, c'est vraiment de faire des retours d'expérience, de vous proposer, il faut qu'on arrive à mutualiser et à mettre en valeur tout ce que vous avez fait pendant ces périodes de confinement et de cours à distance pour les mettre en valeur et les partager. Voilà, donc j'espère vraiment que cette journée de la pédagogie va mettre en lumière tout ça. Oui. J'ai une question sur les vidéos. Hier, on a eu une réunion de préparation du conseil d'école. Et donc, il y a une question qui est revenue de la part de certains collègues. Oui. Se pose la question, où faut-il placer les vidéos? Alors, parce qu'il y en a qui disent, moi, je les mets sur Moodle, mais visiblement, il y en a qui ont dit que ce n'était pas possible. Enfin, voilà. On leur a dit, non, il ne faut pas, parce que... Non. Et donc, il faut les mettre sur la chaîne YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, c'est toi, Corinne, qui dois pour le moment, oui. Donc, il y en a qui disent, ça ne va pas. Tu vois, donc, l'idée, c'est... Il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour le moment, j'avais mis dans une de mes newsletters vraiment toute la marche à suivre et c'est sur Moodle aussi. Alors, si tu veux, je peux réenvoyer un message uniquement aux enseignants de l'ENSCBP pour, je dirais, suite au conseil d'école, une réunion du conseil d'école, je vous rappelle la procédure pour les vidéos, si tu veux. Ouais. En fait, nous, du coup, on posera la question en conseil, voilà, pour que ce soit écrit. Oui, d'accord. C'est vrai que voilà, si tu veux, les gens disent, mais c'est pas, sinon, enfin, Corinne risque de se retrouver avec plein de vidéos aussi à mettre tout le temps, tu vois, au dernier moment, comme ça. Donc oui, voilà. Alors, effectivement, c'est pas très viable, quoi, tout ça. Donc, voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais j'ai fait une petite fiche de synthèse et en disant, voilà, prévenez-moi un peu à l'avance, voilà, que ce soit pas du jour pour le lendemain, parce que j'ai eu cette... Le souci, c'est que parfois, tu sais, un enseignant, quand il fait son cours, il est bien du jour pour le lendemain, des fois. Bon Non, mais je veux dire... Je comprends vraiment pas. Selon l'avancement du cours, tu vois, tu peux te dire, tiens, je vais mettre... Bien sûr. Ça, et puis... Bien sûr. Après, tous les PowerPoint qui sont sur lesquels on parle, où on voit notre tête, on peut les mettre sur Moodle, ça. Ça dépend de la taille qu'ils font, en fait. Oui, voilà. Parce que le problème, c'est que si tout le monde fait ça, voilà, moi, je sais que le filmes, serveur... Oui. Quand tu te filmes dans Zoom, par exemple. Des PowerPoint sonorisés. Même dans PowerPoint, tu peux faire ça. Oui, dans un PowerPoint sonorisé. Et si tu peux mettre ta tête aussi. Alors, tu n'es pas obligé. Mais tu peux. Moi, je mets pas ma tête, mais je mets juste un audio, quoi. Enfin, oui. Voilà. Mais ça, on peut le mettre sur Moodle. Oui, parce que c'est du MP3, en fait. Voilà. Le format que vous avez, c'est du MP3. C'est pas une vidéo, en fait. Non. Voilà, c'est pas de la vidéo, en fait. Non, voilà. C'est PPTX. Donc ça, ok. Par contre, c'est quand c'est vraiment une vidéo, où là, c'est beaucoup plus lourd et où non... sinon, le serveur va exploser. Moi, si je ne vois pas ma tête, ça... Au revoir, Ken. Au revoir, Ken. Merci beaucoup. Au revoir. Je ne sais pas qui a posé la question, mais tous les documents seront effectivement... moi, en tout cas, je les mets sur Moodle. Voilà. Super. Bon.
Merci beaucoup. Hein. Super. De rien. C'était très, très riche. Merci. Merci à vous. Merci, Chat. Et à bientôt, Fa.